Bonjour à tous, aujourd'hui on se trouve dans le château le plus visité du monde, le château de Versailles, qui accueille chaque année plus de 7 millions de visiteurs. L'objectif de ce reportage, c'est de connaître l'histoire du château de Versailles depuis sa construction, ainsi que comprendre en quoi le patrimoine au service du pouvoir contribue au rayonnement d'une nation. Ainsi, on répondra à la problématique comment Versailles est-il utilisé par le pouvoir politique depuis le Premier Empire. Ainsi, au premier lieu, nous verrons l'histoire de Versailles, de l'Empire à nos jours, ensuite le patrimoine au service du pouvoir. Il en va d'abord de définir qu'est-ce que c'est le fait de préserver un patrimoine. C'est une activité consistant à identifier, protéger et à connaître les biens jugés importants pour la culture. Le domaine de Versailles occupe une place très importante dans l'histoire du patrimoine français. À l'origine, la terre de Versailles couvrait un château en ruine et une ferme de plusieurs hectares. Ce terrain appartenait à un archevêque de Paris qui l'a vendu à Louis XIII en 1632. Louis XIII l'achète pour s'en servir comme terrain de chasse, idéalement placé. Il fait rebâtir le château en ruine qui constitue aujourd'hui la partie la plus ancienne et qui est à l'origine du château de Versailles que nous connaissons aujourd'hui. Mais quand on parle du château de Versailles, c'est plutôt à Louis XIV que l'on pense. Depuis son plus jeune âge, Louis XIV est passionné par ce château, cet endroit qu'il développera bien au-delà des limites fixées par son père. Il engage en 1661 des aménagements d'envergure jusqu'en 1715. Le château et son domaine vont connaître d'importants travaux, l'avant-cour en 1662, le pavillon des secrétaires, l'aile du Midi, pour ne citer que les principaux chantiers. Roi Soleil a voulu le château de Versailles à son image, c'est-à-dire grandiose. Il fait de son château une expression de son pouvoir et de sa puissance, sachant que la gloire passe non seulement par la guerre, mais aussi par les bâtiments. À sa mort, le château est loin d'être achevé, cependant il en a tracé toutes les lignes et proportions, et il transmet le flambeau à ses successeurs, le premier étant Louis XV, son petit-fils. Donc, le château de Versailles, c'est une vitrine commerciale pour tout ce que le royaume de France peut produire. À la fois, c'est des produits qui sont trouvés dans le sol ou le bois. Donc, il y a le marbre. Les marbres de Versailles sont des marbres français. C'est pour montrer aux visiteurs qui viennent de l'étranger à Versailles, voir le roi, que le marbre français est d'aussi bonne qualité que les marbres italiens à la même époque, qui ont beaucoup plus de publicité par les grands artistes de la Renaissance et du baroque. C'est aussi comme ça qu'il attire des tapissiers d'Aubusson, qu'il attire des verriers. Il fait venir de Venise. C'est pour ça que la Galerie des Glaces est pleine de miroirs. C'est une vitrine publicitaire. Louis XVI, à présent au pouvoir, offre à Marie-Antoinette le petit Trianon que Louis XIV avait fait construire en 1670 pour y abriter ses diverses maîtresses. Le Grand Trianon est sans doute l'ensemble de bâtiments le plus raffiné de tout le domaine de Versailles. Malheureusement, une crise économique, sociale et une crise politique sous l'influence des idées des Lumières et de la Révolution américaine mettent à mal la monarchie absolue de Louis XVI. La Révolution française éclate, le roi se voit obligé de quitter Versailles pour Paris. La grille royale du château, symbole d'absolutisme, est détruite. Le château est vidé de ses meubles, les collections de peintures sont transportées au Louvre, le mobilier du château est vendu aux enchères et totalement dispersé. Une loi a d'ailleurs été promulguée le 10 juin 1793 qui programma l'aliénation du mobilier des anciens châteaux de la couronne. Tous les meubles et objets d'ameublement concernés qui n'avaient pas suivi la famille royale aux Tuileries ou qui n'avaient pas été envoyés aux garde-meubles ou réquisitionnés pour différents services furent mis en vente pendant près d'un an, du 25 août 1793 au 11 août 1794. Pas moins de 17 182 lots furent proposés, l'immense majorité d'entre eux étant achetés par des marchands parisiens et des citoyens. Par un heureux hasard, le château reste finalement préservé, mais l'abandon temporaire du domaine a laissé place progressivement à une réhabilitation. Nous verrons dans un premier temps l'ère napoléonienne, l'influence qu'a eu Napoléon sur Versailles et ses transformations architecturales, puis dans un second temps la restauration et le 19e siècle, les changements post-Napoléon et l'évolution de Versailles à cette période. Pour finir, nous verrons Versailles au centre de conflits, l'impact des deux guerres mondiales et comment Versailles s'est reconstruit jusqu'à nos jours. À la fin de la Révolution française, Versailles est comme figé, un lieu solitaire, le Grand Canal a été vidé, tout comme le château, les fontaines ne fonctionnent plus non plus, les arbres sont abattus pour subvenir aux besoins de chauffage.
Napoléon Bonaparte devient empereur des Français en 1804 sous le nom de Napoléon Ier. Artisan du redressement de la France après la Révolution, il songe dès sa prise de pouvoir à refaire de Versailles le lieu privilégié du pouvoir restauré. Très vite, il demande à ses architectes d'établir des plans de remise en état du château où il souhaite y faire vivre sa mère et sa sœur. Tout de suite, une courte vidéo pour vous illustrer tous les changements effectués par Napoléon de manière plus concise. Devenu empereur le 18 mai 1804, Napoléon Ier manifeste rapidement son intérêt pour le château de Versailles. Il souhaite en faire sa résidence et celle de sa famille. Dès le mois de décembre 1804, Napoléon ordonne des travaux de réparation et d'entretien et demande à l'architecte Jacques Gondouin de lui soumettre un projet architectural et décoratif global pour le château. Du côté de la ville, Gondouin propose de modifier profondément l'allure du château. Reconstruire la vieille aile en la calquant sur l'aile neuve, détruire l'ancienne façade du côté de la ville et en reconstruire une dans un style néoclassique autour d'une vaste cour impériale. Gondouin propose également un nouveau décor intérieur. Le château de Versailles conserve un album d'aquarelles réalisé par Gondouin, témoignage unique des projets d'installation et du décor envisagés pour l'empereur et l'impératrice. L'architecte ne cherche pas de rupture stylistique, mais une continuité avec le Versailles de Louis XVI, associé à des éléments évocateurs de l'Empire. Ce projet très abouti, séduisant par l'extrême finesse des aquarelles, la délicatesse des coloris et la variété des éléments représentés, emporte l'adhésion de l'empereur. Encore aujourd'hui, les traces du passage de Napoléon sont toujours visibles et intactes, comme le Grand Trianon qui conserve les appartements de l'impératrice et le petit appartement de l'empereur, parce que oui, Napoléon était conscient de l'image que renvoyait le château, c'est pourquoi il préférait séjourner au Grand Trianon pour sa discrétion. Bien que ce bâtiment fût à l'origine créé pour Louis XIV, Napoléon ne s'est pas gêné pour le remodeler à son goût et pour combler les vides laissés par la Révolution, vente de meubles, etc., par de nouveaux meubles du Premier Empire. Au château, toutes les peintures commandées par Napoléon à sa propre effigie sont gardées. Dès 1804, le château de Versailles, à l'instar des autres anciennes résidences royales, redevient une résidence de la couronne dont la gestion est assurée par la maison de l'empereur. On va maintenant passer à la période dite de la Restauration et la période du 19e siècle. L'année 1814 marque la fin du Premier Empire. La période dite de la Restauration est incarnée d'abord par Louis XVIII, qui souhaite renouer avec l'héritage monarchique de son frère aîné Louis XVI. Mais d'abord, je vais vous expliquer brièvement ce que c'est que la Restauration. Donc, c'est une période qui marque le retour de la dynastie des Bourbons au pouvoir en France entre 1814 et 1830, sous les règnes des frères Louis XVI, Louis XVIII et Charles X. Cette restauration monarchique s'effectue alors dans le cadre d'une monarchie limitée par la charte de 1814. Louis XVIII entreprend la restauration du château qui symbolise le retour à la monarchie. Cette période a vu la transformation de Versailles en un lieu de pouvoir politique et social qui reflète les idéaux conservateurs de l'époque. L'architecture du château, les jardins et les cérémonies qui s'y sont déroulées ont toujours joué un grand rôle dans la réaffirmation du pouvoir royal, même si cela fut de courte durée. On peut dire que la Révolution française a servi d'accélérateur à la création du patrimoine puisqu'elle a permis la finalisation par les dirigeants qui ont suivi du château de Versailles. Le plus grand tournant de cette période serait sûrement symbolisé par Louis-Philippe qui prit la décision en 1837 de transformer le château de Versailles en musée de l'histoire de France. Le nouveau roi des Français s'attache à transformer ce bâtiment monarchique en un monument national dédié à toutes les gloires de la France. Son but est une véritable manœuvre politique, réconcilier les Français profondément divisés mais surtout inscrire son règne dans l'histoire nationale. L'exposition retrace les goûts de Louis-Philippe. Il propose aux visiteurs une véritable plongée dans le Versailles du 19e siècle. L'exposition sera notamment présentée dans les salles d'Afrique et d'autres galeries historiques du château dont les toiles commandées par Louis-Philippe seront développées au public. Les visiteurs pourront s'immerger dans les salles des croisades, la salle des états généraux ou encore la salle du sacre. De plus en plus, des ensembles disparus des galeries historiques seront restitués, comme la galerie de sculpture dédiée à Louis XIV. Victor Hugo a d'ailleurs dit « Ce que Louis-Philippe a fait à Versailles, eh bien, c'est avoir donné à ce livre magnifique que l'on appelle l'Histoire de France, cette magnifique reliure qu'on appelle Versailles ». Pour revenir au XIXe siècle, les murs du château ont eu à affronter un nouvel événement révolutionnaire tumultueux, la Commune. À partir de 1871, une période de soulèvement populaire et de bouleversement politique
politique a permis de placer Versailles en tant que siège provisoire du gouvernement français. En effet, la capitulation de Paris face aux troupes prussiennes a conduit au transfert du gouvernement à Versailles. Le château devient le lieu où se prennent des décisions cruciales, ce qui accentue son importance historique. La tension entre l'héritage royal du lieu et les aspirations républicaines de la commune s'est cristallisée à Versailles, créant une atmosphère unique chargée de conflits idéologiques. Au-delà de ça, Versailles a été touché par les événements de la commune, avec des dommages infligés à certaines parties du château. Ces cicatrices matérielles reflètent le tumulte de cette période, marquant Versailles comme un témoin silencieux de la lutte pour l'égalité et la justice. On va maintenant passer à la troisième partie, Versailles au centre de conflit. La Première Guerre mondiale oblige la fermeture du château de Versailles et à une protection des œuvres, mais Versailles n'est pas envahi. La vie des habitants conserve son cours habituel. L'activité muséographique se poursuit d'ailleurs en accueillant quelques visiteurs. Le château va traverser la guerre en se mobilisant pour soutenir l'effort national et pour aider au mieux les blessés et les familles de soldats. Versailles a aussi abrité dans ces périodes de nombreux événements historiques. Par exemple, le fait est que la symbolique du château est tellement reconnue à l'international que des moments clés de l'histoire s'y produisent. Les murs du château ont souvent, par exemple, abrité l'histoire tourmentée entre la France et l'Allemagne. En 1870, on a notamment l'armée prussienne qui occupe Versailles. Bismarck exige d'utiliser la Galerie des Glaces pour y proclamer l'Empire allemand, pour humilier évidemment la France, là où la prétention nationale est la plus présente. En 1919, c'est le traité de Versailles. Georges Clemenceau impose des conditions de paix très dures pour l'Allemagne, mais ça marque la fin de la Première Guerre mondiale et ça remet Versailles au centre de toutes les intentions. En 1920, c'est le traité de Trianon au palais de Trianon. La Hongrie perd malheureusement 70% de son territoire et 2/3 de sa population. La réconciliation officielle des deux pays se fit symboliquement à Versailles en 1963. Le général de Gaulle et le chancelier Adenauer se rencontrèrent à Versailles pour sceller cette réconciliation. Ce fut un élément clé de la construction européenne. Les bâtiments ont subi les affronts du temps. L'argent manque cruellement. Versailles sombre à petit feu. Les statues s'effritent. La toiture commence à céder et à laisser l'eau passer, ce qui provoque inondations, détérioration du sol, des tableaux, des meubles, etc. L'année 1924 marque un tournant dans l'histoire du château de Versailles. Le milliardaire et philanthrope John Rockefeller s'éprend de ce château menaçant de ruine et propose une aide financière considérable à l'État français en vue de la restauration du patrimoine national. Des films également tels que Si Versailles m'était compté, sortis en 1954, permettent de retrouver une certaine notoriété pour le château et de redorer son image et ainsi le rendre encore plus populaire. À l'origine, comme vous avez pu le voir, le château de Versailles était destiné à être un lieu de résidence du roi et de sa cour, ainsi qu'à symboliser la grandeur et la puissance de la France. Aujourd'hui, le château de Versailles a plusieurs fonctions. D'abord culturelle, ensuite diplomatique, puis touristique. Le château de Versailles, témoin prestigieux de l'histoire de la France, joue un rôle diplomatique significatif de nos jours. S'inscrivant dans une nouvelle ère où son héritage culturel et architectural contribue à renforcer les relations internationales. Tout d'abord, le château de Versailles est souvent choisi comme lieu des rencontres diplomatiques de haut niveau. La majesté des lieux offre un cadre prestigieux pour des réceptions officielles, des négociations et des événements protocolaires. Ces rencontres entre dignitaires étrangers peuvent bénéficier de l'atmosphère symbolique de Versailles. De Gaulle est le premier président à institutionnaliser l'utilisation du château pour recevoir ses homologues étrangers, en faisant des réceptions, des cérémonies, des soirées et des dîners, destinés à montrer la grandeur de la France, mais également que la République a pu réutiliser la monarchie. Il a reçu Nikita Khrouchtchev en 1960, puis Kennedy en 1961. Il a également demandé à aménager le Grand Trianon afin d'accueillir ses hôtes avec des chambres, des bureaux, etc. Richard Nixon, président des États-Unis, en mars 1969, fut le seul hôte accueilli par De Gaulle. L'opinion publique a par la suite reproché à De Gaulle d'avoir un côté monarchique. De nombreuses caricatures ont été faites, De Gaulle représenté comme un souverain. En invitant des dirigeants étrangers à Versailles, les présidents français mettent en avant le riche patrimoine et culturel de la France. Cela contribue à renforcer l'image internationale du pays en tant que gardien de la culture et de l'histoire. En juin 1982, 7 pays démocratiques les plus industrialisés ont été accueillis à Versailles. C'était au tour de la France d'organiser le sommet du G7. L'idée est venue de François Mitterrand que son conseiller Jacques Attali trouvait comme amusante. François Mitterrand était le premier président de gauche sous la Ve République et d'après son entourage politique, il voulait montrer que lui aussi savait comment bien recevoir. Versailles offre un cadre prestigieux et adapté pour des rencontres officielles et des négociations du haut niveau.
Les vastes espaces du château et des jardins permettent de créer un environnement propice aux discussions sérieuses et aux échanges bilatéraux. Par ailleurs, en 2014, François Hollande a accueilli le président chinois Xi Jinping. Derrière cette visite, il y avait à la clé des enjeux commerciaux, c'est-à-dire 18 milliards d'euros de contrats pour les entreprises françaises. Plusieurs têtes couronnées ont également été invitées à Versailles, comme par exemple le Shah d'Iran, la princesse Juliana et le prince Albert des Pays-Bas, ou encore le roi Fahd d'Arabie Saoudite et la reine Elisabeth qui étaient invités 3 fois à Versailles. Cela offre une vitrine prestigieuse pour la France, acteur majeur du patrimoine mondial et de la diplomatie culturelle. Ainsi, en organisant des visites, des événements à Versailles, les présidents cherchent à inscrire leur mandat dans la continuité de l'histoire et de la nation, mais également à renforcer leur rôle de président en tant que chef d'État, rappelant leur autorité et leur responsabilité envers la nation. Je vous laisse répondre à la question. Du coup, est-ce que vous pensez que Versailles est réutilisé par le pouvoir politique ? Utilisé par le pouvoir politique. Toujours été un symbole de pouvoir, d'emploi politique à toutes les époques. Aujourd'hui, ça fait pas exception, effectivement. On envoie un message aux autres nationalités, aux autres hommes politiques, un message de pouvoir, d'opulence, de rayonnement artistique, culturel. Ok, et à travers quoi il s'est réutilisé en fait Versailles ? Rien que l'image déjà, de ce roi soleil qui a rayonné sur un empire beaucoup plus grand que ce que les hommes politiques ont potentiellement aujourd'hui sous leurs ordres, à travers aussi l'emploi que ça propose sur le territoire national, l'impact que ça a sur le pouvoir artistique culturel, et puis c'est aussi un symbole très fort d'attraction, c'est que la France attire. Donc c'est difficile de rivaliser quand même. Nous allons maintenant parler de l'entretien du château de Versailles. À la fin de la Seconde Guerre mondiale, le domaine de Versailles se trouve dans un état critique. Le montant des travaux s'élève à 5 milliards de francs. En 1959, André Cornu, secrétaire d'État aux Beaux-Arts, lance une souscription nationale par un appel à dieux et fonde le Comité national pour la sauvegarde du château de Versailles, chargé de trouver les ressources nécessaires à sa restauration. Cette période appelée sauvegarde de Versailles a non seulement permis de sauver le domaine de la ruine, mais elle marque également le début d'un intérêt pour le patrimoine ainsi qu'une nouvelle façon d'envisager son financement, à la veille de la création du ministère des Affaires culturelles en 1959. La campagne de la sauvegarde de Versailles peut être considérée comme une réussite totale. Pour la première fois, un plan de travaux sur le long terme a été entrepris et en dehors de la somme considérable qu'elle a apportée, elle a permis d'intéresser à la fois le public et les pouvoirs publics au sort du domaine. Le financement du château de Versailles provient du budget de l'État français. Les coûts du financement, de l'entretien, de la restauration et de l'exploitation du château sont pris en charge par le gouvernement. Ces coûts incluent l'entretien des jardins, des bâtiments, des collections et d'autres éléments. Mais en 2013, sur un budget de fonctionnement de 123 millions d'euros, la billetterie en a rapporté que 49 millions. Or, les subventions publiques, 40 millions d'euros, ont été divisées par 2 depuis. Alors Versailles cherche d'autres alternatives pour combler ce manque d'argent. Par exemple, aux grands mécènes, les restaurations comme celle du bassin du Latonne ou la maison de la Reine. Les particuliers peuvent également adopter un arbre pour 1 000 € ou un banc de 1 900 €. Les tournages des visites privées, par exemple celle de Kanye West et Kim Kardashian qui ont payé 20 000 € pour 1h30 lors de leur mariage, ou encore les boutiques de souvenirs et les visites guidées sont là pour combler ce manque d'argent. Il y a également eu une autre crise économique liée à la pandémie de la Covid-19 qui a eu des conséquences significatives sur le château de Versailles. En effet, le palais a perdu 80% de sa fréquentation en 1 an, notamment dû à une fermeture temporaire du château, donc à une baisse du nombre de visiteurs, engendrant ainsi une perte de revenus. Comme de nombreuses entreprises françaises, le château de Versailles a pu bénéficier d'une aide de l'État, c'est-à-dire 87 millions d'euros. Cependant, l'ampleur de la crise a nécessité des efforts importants pour maintenir l'équilibre financier. Ainsi, pour atténuer les effets de la crise, le château a pu chercher des moyens d'innover, que ce soit en proposant des visites virtuelles, en développant des initiatives en ligne ou en mettant en avant des expériences culturelles à distance. De nos jours, c'est un peu compliqué parce que, en fait, il y a plusieurs choses à prendre en compte pour le patrimoine du château. C'est juste que déjà, il faut savoir qu'une bonne partie de l'argent du château, enfin selon moi, parce que comme je l'ai dit, je travaille juste, je ne suis pas directrice ou quoi que ce soit, je ne sais pas exactement la source sûre, mais en fait, de nos jours, château, il y a beaucoup de choses qu'il faut prendre en compte. Ok, c'est du patrimoine, mais le patrimoine, il vient avec autre chose. Donc, on a tout ce qui va être collaborateur, les mécénats qui vont y participer. Donc, forcément, plus il va y avoir de partenariats avec le château, plus ça va aider à rénover certaines pièces. Par exemple, là, on a la chambre du roi, donc ainsi que l'œil de bœuf et tout ce quartier-là qui est rénové depuis un petit moment, qui est toujours en cours de rénovation aujourd'hui parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte.
Et principalement, après, il faut partir du principe que plus ça va être rénové, plus les pièces vont être jolies, plus il y a avoir des nouveaux événements ou des choses comme ça. Par exemple, en ce moment, il y a l'exposition de Horace Vernet, où là, ça va nous faire venir des nouveaux clients, enfin des nouveaux touristes. Et des fois, c'est juste des touristes d'à côté. Par exemple, là, pour cette exposition, il y a par exemple genre juste des Versaillais qui vont venir, qui vont nous dire « Ah, bah, elle est où l'exposition ?» Ils ont payé 18 € leur billet quand même, parce qu'ils veulent juste voir l'exposition. Donc, en fait, on arrive sur du tourisme de masse, où surtout l'été, on a beaucoup de tourisme qui viennent de l'étranger. Et encore, avec ce qui s'est passé, donc tout ce qui est le Covid, donc où on ne pouvait pas sortir, bah, on a perdu des gens. Mais à l'époque, en fait, vraiment, c'était surtout tout ce qui est côté Asie qui venait. En fait, c'est le plus gros touriste à la base, c'était la Chine. Pour avoir, je crois que c'était je sais pas combien de pourcentage, mais c'était un gros boom potentiel. Et eux, par exemple, c'est ce que nous, on nous a expliqué qu'on est arrivé, en tout cas, c'est que eux, par exemple, ils vont faire le Louvre la journée, le matin, le soir, c'est le château de Versailles, et après, ils se barrent. Ils quittent la France. Donc, en fait, ça fait que le seul truc qu'ils vont avoir, eux, en tant que vision, c'est on veut prendre des photos. Ce qui fait que, ok, le patrimoine est beaucoup moins mis en avant, mais le fait qu'il y a beaucoup de rénovations, il y a beaucoup de choses qui sont bien embellies exprès pour que les gens viennent. Donc, ça fait que le patrimoine est entretenu là-dessus. Le tourisme à Versailles offre aux visiteurs une plongée fascinante dans l'histoire de France, avec l'art et la culture de la France du grand siècle. Le château, avec son architecture majestueuse, ses jardins à la française impeccables et sa galerie des glaces somptueuse, est une destination incontournable pour les amateurs d'histoire et de l'art. En plus du château principal, les visiteurs peuvent explorer le Grand Trianon, donc ce palais de marbre rose dédié à l'intimité royale, et le Petit Trianon, résidence favorite donc de Marie-Antoinette. Ces deux domaines offrent un aperçu plus personnel de la vie quotidienne de la monarchie. Le tourisme à Versailles ne se limite pas seulement à l'exploration des édifices historiques, les expositions temporaires, les concerts, les événements culturels, comme ce soir où on assiste à un opéra, donc dans l'opéra du château. Organisé donc par le domaine, ajoute une dimension contemporaine à cette expérience immersive. Depuis lors, il a continué à attirer des visiteurs du monde entier, soulignant l'attrait intemporel de ce joyau du patrimoine français. On vient à Versailles pour l'image de Versailles, pour l'image que ça a à l'international, pour le côté fastueux et luxueux que Versailles peut avoir. Je pense qu'il y a quand même encore des gens qui viennent pour le côté historique et culturel, mais je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui sont là pour ce que ça représente et pour l'idée qu'on se fait de Versailles. Donc l'utilisation de Versailles, elle a changé. Je pense, oui. Je pense que ça a changé et je pense qu'on est aussi là pour faire de l'image et faire du clic et montrer qu'on est venu ici. C'est comme la Joconde au Louvre. Ouais. On va pas voir la Joconde, on va montrer qu'on a vu la Joconde.